Je n'aurais jamais cru que le silence pouvait crier. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait brûler. Et encore moins imaginer que la personne que j'aimais le plus au monde après mon mari me regarderait un jour comme si j'étais l'air qui le maintenait en vie et le feu qui le consumait. Je m'appelle Lina, j'ai 47 ans. J'enseigne la littérature dans une école privée. Je lis avant de me coucher. J'écris des lettres que je n'envoie jamais, et je suis mariée à Jules depuis 18 ans. L'homme qui m'a appris la stabilité, la tendresse sans hâte, cet amour qui ne crie pas, mais qui est toujours là, comme le café sur la table chaque matin. Nous avons un fils, non biologique. Il est issu du premier mariage de Jules. Il s'appelle Lucas. Il a 20 ans, et jusqu'à il y a un an, il n'était que ça pour moi, mon beau-fils, mon petit garçon, mon grand garçon avec un rire facile et des yeux qui semblaient contempler tous les couchers de soleil du monde. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas un geste. C'était une lente montée en puissance, comme la pluie qui s'infiltre par le plafond jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ignorer la flaque d'eau sur le sol. Tout a commencé par des regards qui duraient une seconde de plus que d'habitude, par des silences trop épais entre nous, par la façon dont il s'arrêtait de parler dès que j'entrais dans la pièce, comme si mes pas interrompaient une pensée qui n'était pas censée être entendue. Je l'attribuais au temps, à l'âge, au fait qu'il n'était plus un adolescent mais un homme, au fait que la relation entre belle-mère et beau-fils comporte toujours cette zone grise, cette frontière inconfortable que personne ne peut franchir sans trébucher. Mais vint ensuite cette nuit-là, la nuit où tout ce que je croyais solide se transforma en sable entre mes doigts. C'était l'hiver. Dehors, il pleuvait avec cette froideur persistante qui pénètre jusqu'aux os. Jules était en voyage d'affaires. Lucas et moi étions seuls à la maison. Il étudiait l'architecture, travaillait à temps partiel dans une librairie et dormait encore dans sa chambre habituelle, celle qui donnait sur le jardin, avec les rideaux bleus que nous avions choisis ensemble quand il avait 15 ans. Ce soir-là, nous avons mangé une soupe de lentilles au dîner, regardé un vieux film et ri de bêtises, comme toujours. Mais quand le film fut terminé, il ne retourna pas dans sa chambre. Il s'assit sur le canapé, les mains jointes, les coudes sur les genoux, le regard fixé au sol. « Ça va ?» demandai-je en m'approchant de lui avec 2 tasses de thé. Il leva les yeux, et à cet instant, quelque chose en moi s'arrêta net. Ce n'était pas seulement l'intensité de son regard, mais ce qui se cachait en dessous, une vulnérabilité si crue, si nue, que j'avais l'impression de voir son âme sans sa permission. « Je ne sais pas comment te le dire, dit-il d'une voix plus grave que d'habitude. Peux-tu me dire quelque chose, répondis-je, ignorant que ces mots seraient la clé qui ouvrirait une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Il se leva, fit 2 pas vers moi, et puis, sans bouger, il irradiait quelque chose qui me transperçait. « Lina, murmura-t-il. Je n'en peux plus. » « Avec quoi ?» demandai-je, même si je le savais déjà. Je le craignais déjà. « Avec toi. Avec ça. Avec ce que je ressens chaque fois que je te vois, chaque fois que tu me parles, chaque fois que tu ris, chaque fois que tu mets ce pull gris que tu portes quand il fait froid, chaque fois que tu t'endors sur le canapé et que je veux t'emmener dans ta chambre, et que je meurs d'envie de ne pas te laisser partir. » Je posai la tasse sur la table. Le thé se renversa. Je ne m'en rendis même pas compte. « Lucas, dis-je, la gorge sèche. Tu es mon fils. »« Je ne le suis pas, » cria-t-il. Et le bruit me fit reculer d'1 pas. « Je ne suis pas ton fils par le sang. Je ne suis pas ton genre. Je ne suis pas ton fils de quoi que ce soit. Je suis le fils de Jules, et tu es sa femme. Et c'est tout ce que nous sommes sur le papier. Mais dans la vie, Lina, tu as tout été pour moi. Depuis que ma vraie mère est partie. Tu es celle qui m'a aidée en maths, en poésie, avec les filles qui m'ont brisé le cœur. Tu es celle qui m'a dit que j'étais digne, que j'avais de l'importance, que je méritais d'être aimée. Et maintenant, je ne peux plus te regarder sans t'aimer. Pas comme une mère, pas comme une sœur. Je t'aime comme une femme, comme la femme qui m'a appris ce qu'est l'amour. » Je me suis assise, non pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. « C'est mal, ai-je dit, plus pour moi que pour lui. »« Pourquoi ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant moi. « Pourquoi la société le dit-elle ?
Pourquoi Jules le dirait-il? Ou parce que toi aussi, tu le ressens, et que tu as peur de l'admettre? Je ne répondis pas, parce qu'il avait raison. Parce que, pendant des mois, depuis qu'il avait commencé à me regarder comme ça, depuis qu'il avait effleuré ma main par accident, depuis qu'il était resté éveillé jusqu'à ce que j'éteigne la lumière de ma chambre, j'avais ressenti quelque chose. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de la luxure. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus dangereux. C'était de la reconnaissance. C'était que, quelque part dans l'univers, nos âmes avaient été liées avant que les rôles, les noms, les obligations ne nous séparent. Je ne peux pas, dis-je, les larmes aux yeux. Je ne peux pas trahir Jules. Je ne peux pas te trahir. Je ne peux pas me trahir moi-même. Ce n'est pas une trahison, dit-il en me prenant les mains. C'est vrai. Et la vérité ne trahit pas. La vérité libère. Mais je ne voulais pas être libérée. Je voulais rester dans ma cage dorée, avec mes routines, mes cours, mes livres, mon mariage tranquille, ma vie bien rangée. Car ce qu'il m'offrait, c'était le chaos, le feu, la possibilité de tout perdre. Je me suis levée, je suis partie, je suis montée sans me retourner, je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis couchée tout habillée et j'ai pleuré, ni par culpabilité, ni par peur. J'ai pleuré parce que, pour la première fois depuis 18 ans, je ne savais plus qui j'étais. J'étais l'épouse fidèle, la belle-mère aimante, la femme qui désirait être vue, désirée, aimée, non par devoir, mais par choix. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Il n'en parla plus, moi non plus. Mais chaque regard était une confession, chaque silence, un cri. Nous mangions à la même table sans parler. Nous dormions sous le même toit sans respirer le même air. Jules revint, et tout semblait normal, mais rien ne l'était. Car maintenant, chaque fois que Jules me serrait dans ses bras, je pensais aux mains de Lucas. Chaque fois que Jules m'embrassait, je me souvenais de la voix de Lucas disant « Je t'aime comme une femme ». Et puis, un matin, j'ai trouvé une lettre dans mon sac, de son écriture, la même qu'il utilisait pour me laisser des mots sur le réfrigérateur. Je vais à la bibliothèque, je serai de retour à 7 heures. Mais cette fois, il avait écrit. Si tu ne peux pas m'aimer, laisse-moi partir. Je ne peux pas vivre en te voyant tous les jours, en sachant que je ne pourrai jamais t'aimer comme je le souhaite. Je pars à Barcelone. J'ai une bourse. Je commence en septembre. N'essaie pas de m'en empêcher. N'essaie pas de m'écrire. Souviens-toi juste de moi. Souviens-toi de moi comme j'étais avant. Comme ton petit garçon. Comme celui qui t'aimait en silence. Comme celui qui t'aime encore, même après mon départ. Il a brisé quelque chose en moi. Pas mon cœur, mais mes certitudes, ma morale, mon identité. Cette nuit-là, pendant que Jules dormait à côté de moi, je me suis levée, je me suis habillée, et je suis allée dans sa chambre. Il était réveillé, comme s'il savait que je viendrais. Ne pars pas, ai-je dit, debout sur le pas de la porte. Pourquoi, demanda-t-il en se redressant dans son lit. Parce que je ne veux pas que tu partes sans connaître la vérité. Quelle vérité? J'ai avalé ma salive. Que je t'aime? L'air s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Mais j'ai continué, la voix tremblante. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser partir, et je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux pas trahir Jules. Je ne peux pas détruire ce que nous avons construit. Alors, que veux-tu? Demanda-t-il, debout. J'ai fermé les yeux. Je le veux une fois. Juste une fois. Et ensuite, tu partiras. Et nous ne parlerons plus jamais de ça. Jamais. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur que je me brise, comme s'il avait peur de se briser lui-même. Et puis, ce n'était pas un acte de désir. C'était un adieu, de douleur, d'amour pur, brut, déchirant. Ses mains sur ma taille ne serraient pas. Elles se contentaient de me tenir, comme si j'étais faite de verre, comme s'il savait que c'était le début et la fin de tout. Quand ce fut fini, ses yeux étaient pleins de larmes. Merci, dit-il. Non, répondis-je. Merci de m'avoir aimé quand je ne savais plus comment. Il partit 2 semaines plus tard, sans longs adieux, sans scène,
juste une rapide accolade à Jules, un sourire forcé, et un regard sur moi si profond, si plein de tout ce que nous ne pouvions pas dire, que même aujourd'hui, quand je ferme les yeux, il est là. Jules n'a jamais rien su. Il ne le saura jamais. Et je suis toujours là, dans cette maison, avec ma vie, mes livres, mes cours, mon mari qui m'aime et qui ne sait absolument rien. Dans un coin de mon âme, il y a un homme qui a pris des morceaux de moi que personne d'autre n'a. Parfois, quand je suis seule, je sors la lettre qu'il m'a laissée, je la relis, et je pleure. Non pas pour ce que nous avons perdu, mais pour ce que nous avions. Car ce n'était pas une erreur. C'était un miracle. Un miracle interdit, oui, un miracle douloureux, oui, mais un miracle quand même. Et si je devais le revivre, je le vivrais de la même manière. Car certaines vérités ne se choisissent pas. Elles se vivent, elles se souffrent, elles s'aiment. Même quand elles blessent, même quand elles détruisent, même quand personne ne les comprend. Après le départ de Lucas, le silence dans la maison n'était plus un silence. C'était un écho. Un écho qui se répétait dans chaque coin, dans le fauteuil où il prenait son petit déjeuner, dans le porte-manteau où était accrochée sa veste, dans le verre qui sentait encore sa menthe préférée, dans l'oreiller qui portait la trace de son parfum, celui que je feignais de ne pas reconnaître, mais que maintenant, dans la solitude, je respirais comme de l'oxygène. Jules remarqua quelque chose. Bien sûr qu'il remarqua. Il n'était pas stupide. C'était un homme attentionné et sensible, le genre de mari qui vous demande « ça va », non pas par habitude, mais parce qu'il veut vraiment savoir. Mais je lui ai menti. Je lui ai dit que c'était la météo, le travail, la fatigue accumulée. Et lui, heureusement, m'a cru, parce qu'il me faisait confiance, car il n'aurait jamais imaginé que sa femme, celle qui lui préparait son café tous les matins, qui repassait ses chemises sans se plaindre, qui écoutait ses histoires de bureau avec une patience infinie, puisse s'être éprise de son fils. Ce n'était pas de l'amour. C'était pire. C'était de la reconnaissance. Sachant que, quelque part dans le temps, par un destin, Lucas et moi étions destinés à nous rencontrer, non pas comme belle-mère et beau-fils, ni comme une famille, mais comme deux âmes qui se reconnaissent au milieu du chaos, comme deux naufragés qui se rencontrent au milieu de l'océan et savent, sans mots, que ce n'est qu'ensemble qu'ils pourraient survivre. Mais la vie n'est pas poésie. La vie est responsabilité, loyauté, douleur contenue, et j'ai choisi de la contenir. Pendant des mois, je n'ai rien entendu de lui. Pas un appel, pas un message, rien. Comme s'il avait disparu de la carte, comme s'il avait décidé que s'il ne pouvait pas m'avoir, il préférait ne rien avoir de moi. Et j'ai compris, car je l'ai fait aussi. Je l'ai effacé de mes conversations, de mes pensées, de mes rêves. Mais la nuit, quand Jules dormait à mes côtés, je fermais les yeux, et je revoyais sa respiration, ses tremblements. Jusqu'au jour où une carte postale arriva, sans adresse, juste la photo d'une rue pavée de Barcelone, baignée par la lumière du coucher de soleil, et au dos, une phrase écrite de cette écriture ronde qui me brisa l'âme. Tout ici est beau, mais rien ne sent ton odeur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai gardé, entre les pages de mon livre préféré, 100 ans de solitude, dans le chapitre où Fernanda del Carpio découvre que sa fille est amoureuse de son propre oncle. Ironie du sort. 2 ans ont passé. 2 ans à faire semblant, à sourire quand je voulais disparaître, à aimer Jules de tout mon cœur. Car l'autre moitié était sur un autre continent, battant au rythme d'un autre homme. Et puis, un après-midi d'automne, alors que je rentrais de l'école, j'ai aperçu une silhouette debout devant ma porte. Grand, mince, les cheveux plus longs, une barbe naissante, les mains dans les poches, le regard fixé sur la fenêtre de ma chambre, comme s'il savait que j'allais arriver. Lucas était de retour. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas évanouie. Je me suis arrêtée à une dizaine de mètres et je l'ai regardé, comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière. Il a remarqué et a souri. Ce sourire qui me brisa le cœur. « Bonjour, Lina », dit-il, de sa voix plus mature, plus sereine. « Bonjour, Lucas », répondis-je, la gorge serrée point y elle ni unique câlin, ni larmes,
juste le silence. Et dans ce silence, tout ce que nous n'avions pas dit, tout ce que nous avions tué, tout ce que nous avions enfoui refit surface. Puis-je entrer, demanda-t-il. J'acquiesçai. Nous entrâmes. Jules n'était pas là. Il était en réunion. Nous avions le temps. Nous nous assîmes dans le salon, comme ce soir-là, comme si le temps n'avait pas passé, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Pourquoi es-tu revenu, demandai-je sans le regarder. Parce que je ne pouvais pas t'oublier, dit-il simplement. J'ai essayé. Avec d'autres femmes, au travail, en voyage, avec l'alcool même. Mais chaque rire que j'entendais, chaque parfum que je sentais, chaque chanson qui passait me rappelait toi. Tu n'aurais pas dû revenir, ai-je dit, la voix brisée. Je sais, a-t-il répondu. Mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de savoir si tu essayais aussi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Chaque jour, ai-je avoué. Il s'est levé, a fait un pas vers moi. Je n'ai pas reculé. Je ne suis pas venu te demander de m'aimer, a-t-il dit. Je suis venu te demander pardon de t'aimer, de ne pas pouvoir cesser de t'aimer, d'avoir brisé ta vie, même en silence. Je n'ai rien à te pardonner, ai-je dit. Parce que je t'ai aimé aussi, et je t'aime toujours, et je t'aimerai même quand tu seras loin, même quand tu seras marié, même quand tu auras des enfants, même quand je serai morte. Il s'est agenouillé devant moi, comme cette nuit-là, m'a pris les mains, une à une, avec dévotion, avec douleur, avec amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait, a-t-il demandé. On vit, ai-je répondu. Toi, ta vie. Moi, la mienne. Et nous nous aimons en silence, dans la distance, dans les souvenirs, dans ce que nous étions, ce que nous sommes, ce que nous ne pourrons jamais être. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu veux me faire un câlin, demanda-t-il. Je ne refusai pas. Je le serrai fort, profondément, comme si je voulais le prendre en moi, comme si je voulais que son amour reste gravé dans mes os à jamais. Et puis, il me murmura à l'oreille. Merci de ne pas me détester. Merci de ne pas m'avoir laissé partir, répondis-je. Il partit le soir même, sans dire au revoir à Jules, sans laisser de traces. Il ne prit qu'une seule photo, celle du cadre du salon, nous trois, souriant sur la plage, il y a des années, quand tout était simple, quand tout était innocent. Jules ne savait pas qu'il était là. Et je ne lui dirai jamais qu'au dos de cette photo, Lucas avait écrit. L'amour n'a pas toujours de nom. Parfois, il n'a que des cicatrices, et les miennes portent ton nom. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis toujours mariée à Jules. J'enseigne toujours. Je lis toujours de la poésie avant de me coucher. J'écris toujours des lettres que je n'envoie jamais. Mais je ne pleure plus car j'ai appris quelque chose. L'amour n'a pas toujours besoin d'être possédé. Parfois, il suffit d'exister, même en secret, même en silence, même s'il est interdit. Lucas s'est marié l'année dernière. Je l'ai appris par un ami commun. Sa femme est architecte, comme lui, belle, intelligente, douce. Ils ont l'air heureux sur les photos. Et je suis vraiment heureuse, car cet amour n'était pas une erreur. C'était un cadeau impossible à garder, mais qui pouvait exister. Et si, un jour, dans une autre vie, à une autre époque, dans un autre corps, nous nous retrouvions, je n'aurais pas peur. Je ne culpabiliserai pas. Je n'aurai pas de doute. Je garderai les bras ouverts, et mon cœur l'attendra, comme il l'a toujours fait.